Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de la fréquence visible à ce nouveau numéro d'Interaction. Interaction, comme vous le savez tous, c'est le seul magazine sur l'espace 50 qui vous laisse l'opportunité de vous exprimer en suivant trois principes. Le principe de la liberté, le principe de l'objectivité et le principe de la citoyenneté. Dans le cadre de nos conférences avec vous, auditeurs de la fréquence visible, et celui que vous appelez Maître Guillaume Manjolo, nous avons choisi pour vous le sujet que nous avons laissé en suspens la semaine dernière. Il s'agit bien sûr des droits d'ingérence qu'ont certains pays sur d'autres. Avec Guillaume Pépin Manjolo, nous allons essayer de voir, de définir le concept droit d'ingérence. Il va aussi essayer de faire un parallélisme entre les relations qui existent entre les pays qui se disent ingérés et qui se voient la suprématie de interférer dans les affaires d'autres, bien sûr. Et il va enfin nous dire si cette pratique a de l'importance, a son pesant d'or, vaut son pesant d'or. Si oui, pourquoi nous, en RDC, on n'en profite pas? Sinon, comment faire pour mettre fin à ce genre de pratique? Guillaume Manjolo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Jérémy Kitori. Voilà, je rappelle le numéro par lequel les auditeurs peuvent interagir en direct de cette émission. C'est le 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Mais avant vos interventions, nous allons laisser la parole à Guillaume Manjolo pour essayer de définir le concept et parcourir les différents traits qui nous intéressent. Je vois déjà que les auditeurs appellent. N'appelez pas s'il vous plaît. Le numéro du standard, il est bel et bien opérationnel. Nous prendrons vos appels, mais avant tout, laissons le temps à Guillaume Manjolo de pouvoir développer et nous expliquer avec détail ce qu'est ce concept et comment est-ce que nous le vivons ici en République démocratique du Congo. Merci Jérémy. Je commençais par faire une petite rétrospective de ce qu'on a dit la fois passée, assez rapidement d'ailleurs, et puis contextualiser, mettre en perspective ce qui devra être fait prochainement. Je croyais que vous alliez faire une incursion inactuelle. Je le ferai. Ok. Je le ferai. À un moment donné, il y aura l'incursion inactuelle. Bon, c'est quand même utile de faire l'incursion inactuelle. Dans les cas de droit d'ingérence, je vous ferai l'incursion inactuelle. Ok. Mais ici, nous sommes d'abord appelés à pouvoir rappeler, puisque la méthodologie s'impose, je sais que M. Dofi a insisté sur le fait que quand on commence, il prend son stylo, il s'installe, il a besoin de prendre note et tout ça, voilà. Tout en vérifiant si ce qu'on avait dit la fois passée était tout à fait cohérent et si ça continue tout ça. Et la suite, c'est quoi? Donc il faut qu'on puisse voir comme ça une sorte d'émail qui unit une suite logique. Voilà, c'est chaque séquence et tout de nos conférences, puisqu'on parle de cycle de conférences. Okay. Bon, en fait, la fois passée, nous avons démontré qu'effectivement, au-delà du concept lié au bannissement de l'homme noir, qui était lié à un certain nombre de textes, notamment la controverse de Valladolid, suivi par les codes noirs, suivi par les cessions d'inégalité des races humaines de Gobineau, suivi par les comportements d'Hitler, ainsi de suite, et tout ça, qui ont entériné à la fois l'esclavage et la colonisation par la suite et tout ça, oui. Qu'on n'a pas encore expurgé les textes au sens réel du terme, de sorte à ce qu'on puisse avoir la même compréhension de la place du noir, et que les races humaines n'existaient pas, il n'y a qu'une seule race, avec plusieurs couleurs selon la disposition de la mélanine, en fait, dans le corps des uns des autres, tout simplement. Il n'y a pas des races humaines, il y a une seule race. C'était ça la conclusion. Mais il faut expurger tous les textes pour pouvoir appeler les uns et les autres à considérer que les Noirs étaient un être humain à part entière et qu'il ne faut pas le bannir, il ne faut pas l'essentialiser, le bannir de l'espace humain. Et puis derrière ça, on a dit que bon, quelque part, ce qu'on nous reproche est de temps en temps visible, c'est-à-dire notre comportement nous prête aussi à ce qu'on nous reproche certaines choses. Un certain nombre de stéréotypes ça s'avère énormément au niveau africain. Alors qu'ailleurs, bon, les gens font un effort pour avancer, les gens ont avancé, tout le monde a avancé, sauf le noir qui n'arrive pas à avancer.
Alors, tous ces stéréotypes, comment est-ce qu'on peut les éliminer? Mais donc, on en a parlé la fois passée. Je voudrais que nous arrêtions un peu sur ce point-là, parce que quand vous dites que les Noirs, certains Noirs, ou les Noirs n'évoluent pas, mais on remarque que dans le chef de certains Nilotiques, s'il faut que je le dise ainsi, proche de chez nous d'ailleurs, je prends directement le cas du Rwanda, c'est les Tutsis, les Rwandais sont disciplinés et semblent approcher quelque peu la logique de l'homme blanc. Non, pas du tout. Il me semble que c'est pas encore ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses sur base d'une dictature. C'est-à-dire quand on vous impose des choses par la matraque ou la chicotte, c'est pas la même chose que vous faites de manière volontaire parce que vous organisez en tant qu'humain pour pouvoir comprendre que la discipline vous sert et l'ordre vous sert à faire ceci ou cela. Là, on est dans une dictature. Il faut mettre les gens dans un contexte qui ne soit pas dictatorial. Et alors, en ce moment, évaluer si effectivement ils ont compris les principes. Il s'agit de ça. Donc, vous pas aujourd'hui, la grille de lecture est faussée dès le départ quand on impose les choses. Mais même nous-mêmes, au départ, j'espère que vous vous souviendrez, Maître Guillaume Anjolo, ici, en République démocratique du Congo, nos arrière-grands-parents, nos parents étaient pris de farce pour aller à l'école. Oui, c'est vrai que c'est-à-dire ça c'est une démarche tout à fait différente. C'est-à-dire quand vous comprenez pas à quoi on vous réfère pour changer, passer d'une culture à l'autre, c'est vrai qu'il y a toujours des réticences, des résistances. Et finalement, quand on comprend la nécessité et tout ça. Mais ici, quand vous faites la comparaison sur le fait que l'évolution du noir, notamment dans l'espace nilotique, est beaucoup plus importante plutôt que dans l'espace bantou, oui. J'ai dit non. Oui. Non, les Nigéro-Congolais, que nous sommes nous, les Nigéro-Congolais, donc les Bantous, et pareil que les autres, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, là, vous venez encore aux différences d'ordre génétique et tout ça. C'est pas opérationnel. C'est faux, c'est pas opérationnel. Mais vous mettez les gens dans un contexte et ils se créent comme ça une sorte d'identité de supériorité, alors ils avancent avec ça. Et ils font croire aux autres que nous sommes supérieurs. Ça n'existait pas. C'est faux. C'est faux, ça n'existait pas. Ça ne repose que sur des rumeurs, des croyances. Ça repose sur une sorte d'autosatisfaction individuelle. Simplement, ça s'arrête là. C'est comme les Blancs, il dit qu'il est supérieur. Ça repose sur quoi? Sur rien du tout. Ça repose sur l'organisation qu'il a faite dans son environnement immédiat. Mais substantiellement, au niveau du cerveau, de tous les restes, nous sommes tous pareils. Mais nos comportements nous mettent dans une mauvaise disposition. D'où j'ai parlé des stéréotypes applicables à la situation, notamment de la RDC. Alors, vous pensez que ce comportement ou ces comportements sont-ils influencés par ces stéréotypes-là? Non, c'est-à-dire les stéréotypes sont influencés par l'absence de connaissances. Ok. Les stéréotypes sont créés par l'absence de connaissances. Au moins, vous avez des connaissances. Au mieux, vous vous trouvez dans les stéréotypes en permanence. Vous vous comportez mal parce que vous n'avez pas de connaissances. Lorsque vous êtes éclairé sur un certain nombre de sujets, vous agirez autrement. Lorsque vous estimez qu'effectivement, je ne peux pas jeter une bouteille en plastique dans un caniveau parce que ça va boucher et qu'il y aura des maladies que je serai atteint par la suite. Parce que vous avez compris tout ça. Oui. Vous ne les ferez pas. Vous vous retiendrez pour le faire parce que vous avez la conscience qu'à la fin de la chaîne, il y a une maladie. Et par conséquent, je ne le ferai pas. Mais quand vous n'avez pas conscience de toutes ces choses-là, vous vous débarrassez d'un objet parce que ça vous encombre, mais en même temps, vous ne savez pas que les répercussions. Voilà, donc vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas éclairé. Lorsque vous insultez celui qui vous parle, alors qu'il vous dit qu'écoutez, attendez, vous avez une morve. Non, ne me parlez pas parce que vous êtes de l'opposition de la majorité. Donc, cette disposition est tout simplement l'absence de connaissances. Quand vous n'êtes pas éclairé, vous réagissez en animal permanent. Et c'est ça le problème. D'où, après on dira effectivement ces gens-là sont ceci, cela et tout ça. Bon bref, donc c'était pour rappeler toutes ces choses-là assez rapidement, mais je pense qu'on en a débattu assez largement, on a présenté les choses assez largement dans toute sa latitude. Bon, maintenant, mais ce que je retiendrai dans tout ce que vous dites, c'est que par conclusion, il faut à tout prix, il faut absolument que l'enseignement puisse servir d'éclairage à toutes ces personnes-là pour leur sortir ou pour les sortir de cet état dans l'obscurantisme. Donc la RDC notamment, je ne vais pas prendre tous les pays du monde, ça ne m'intéresse pas du tout, ramenons-nous à la RDC. Donc comme on dit, first we take Manhattan, then we take Berlin. Commençons par prendre Manhattan et puis on va parler de Berlin par la suite. Parce qu'il y avait la crise financière au niveau des États-Unis, alors la plupart des Américains ne voulaient pas aller à la guerre pour aller attaquer l'Allemagne. Ils disaient non, finissons d'abord ce qu'on a comme problème ici à Manhattan et puis on ira voir l'histoire de Berlin par la suite. Donc moi, ma préoccupation actuelle, c'est d'abord la RDC. Et je pars du principe, c'est tant qu'on n'a pas l'enseignement, on n'a pas les restes. Donc, ce qui fait que là, vous me donnez vraiment les mots utiles, en ce sens que
Après avoir dit ça, nous retombons toujours sur notre premier principe de la culture d'enseignement. Ok. Et alors, la prochaine étape, de la semaine prochaine, après avoir dit ce que j'ai dit ici, la semaine prochaine, nous parlerons de ce qui manque aux Congolais. Je mets en fait dans une sorte de perspective de Nietzsche par rapport au crépuscule des idoles. Et je reprends à mon compte des passages importants des crépuscules des idoles et j'applique ça à la RDC. Et je constate qu'effectivement, en faisant l'étude à la fois sociologique, politique, philosophique de la RDC, nous nous trouvons quasiment dans les mêmes dispositions que reprochait Nietzsche à sa population, à son peuple allemand à un moment donné. Nous nous trouvons exactement dans la même disposition. Alors, après avoir proposé dans certaines conférences les ajustements raisonnables, je vais proposer dans le cadre de la prochaine émission les contournements providentiels. Qui veut dire ceci, c'est-à-dire que on fait face à une situation qui est celle où l'esprit est absent et les gens s'attribuent même l'esprit, s'honorent à s'attribuer l'esprit. Voyez-vous, à un moment donné, comment les gens s'honorent à se dire « je suis homme d'État ». On ne se dit pas homme d'État, on dit que vous êtes un homme d'État. Vous ne pouvez pas vous auto-satisfaire en disant « je suis un homme d'État ». Ça n'existe pas. Alors, donc, nous sommes obligés de passer par ce que j'appelle les contournements providentiels. C'est un nouveau concept que j'ai construit il y a plusieurs semaines sur lequel je travaille. Vous allez nous gaver grave de tous ces nouveaux concepts à telle enseigne qu'on aura difficile à vous suivre. Parce que c'est pour ça qu'il faut enregistrer en permanence de sorte à ce que ça puisse servir dans la vie. C'est-à-dire, je suis pour la quotidienneté, l'application au quotidien. Je suis pour l'enseignement au sens de l'agora. C'est-à-dire que lorsque Socrate et les autres arrivent dans l'agora, ils donnent des cours et ces cours sont applicables tout de suite. Et alors, ça démasque un peu tous les fantaisistes, tous les imposteurs sont démasqués. Alors, c'est quand je propose le contournement providentiel, c'est parce qu'on va se trouver face à quoi? La société congolaise est politisée à mort, ce qui est une plaie pour la société. Elle est dans une religiosité absurde. C'est un marché à la religion aujourd'hui. C'est le marché à la religion. C'est un souk, c'est même un bazar de la religion aujourd'hui. Un commerce. Oui. Les commerces, il y a encore de l'ordre. Les bazars, il n'y a pas d'ordre. En fait, dans un bazar ou dans un souk au sens, à la fois souk au sens arabe et bazar au sens turc, ancien du terme, qui sont aujourd'hui incorporés dans les dictionnaires français, ça veut dire ceci, vous êtes dans un marché où il n'y a pas d'ordre. Vous avez, à côté des Makayabu, vous avez la Chikwang, à côté de la Chikwang, vous avez du pétrole, à côté du pétrole. Donc, tout est mélangé. C'est ça les souks. Nous sommes dans un souk spirituel aujourd'hui au niveau de la RDC. Alors, à ces souks spirituels, il faut ajouter les souks musicales. C'est-à-dire la musique la plus rétrograde, la plus insultante. L'hymne à la fornication est devenu la musique congolaise aujourd'hui. L'hymne à la fornication. J'insiste sur ce point-là, c'est utile de pouvoir le savoir, parce que cet hymne à la fornication est à la fois transcrite dans la musique dite profane, en permanence, et la musique religieuse, au sens où nous sommes dans ces souks de la spiritualité. Vous êtes en train de susciter débat, Guillaume Angelot, parce que moi je vous dirais que ce n'est pas seulement le cas de la RDC, non, c'est partout ailleurs. Jérémy Kittori, occupons-nous de la RDC, que les autres s'occupent de leur pays. Nous, on s'occupe de la RDC. D'accord. Donc voilà. C'est-à-dire que voilà, je suis dans les 3 dimensions qui vont participer à la discussion prochaine. Comme ça, les gens sont déjà prêts à pouvoir savoir qu'effectivement, il va y avoir du sang, comme disent les uns les autres. Je sens qu'il y aura vraiment débat. Donc vous avez ces souks à la religiosité, à la spiritualité, c'est bazar. Vous avez les mêmes bazars musicales où l'hymne à la fornication est devenu le repère absolu. La concurrence se situe à ce niveau-là. On est dans l'hit parade de l'hymne à la fornication. N'est-ce pas? Et puis maintenant, vous avez l'alcool, la boisson, la bière. Aujourd'hui, c'est une foire, c'est la kermesse permanente. C'est une compétition. Allez à la cité, voyez comment les gens font la compétition pour boire. C'est hallucinant. Bon, bref, c'est tellement intéressant que tous ces éléments-là de s'éterniser là. C'est important de pouvoir placer les choses dans un contexte et proposer ce qui se passera prochainement. C'est ce qu'on fait dorénavant. C'est-à-dire qu'on prendra 5-6 minutes pour pouvoir organiser ce qui se passera dans le futur. Donc,
mercredi prochain, si Dieu nous prête vie, nous serons là pour pouvoir travailler sur ça et présenter ces substances et dire ce qui manque aux Congolais, c'est quoi exactement, ça sert à ça. Maintenant, revenons à l'ingérence, au droit Revenons à d'ingérence. l'ingérence, parce que je sais que Dofi, là, il en bave déjà, hein, de pouvoir glisser un mot. Au moins déjà, donc, la feuille qui a été utilisée pour pouvoir prendre donc à la fois la rétrospective de ce qui a été dit et maintenant la perspective de ce qui sera dit prochainement. Oui. Donc c'est fait. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui, c'est les droits d'ingérence. Ok. Les concepts datent de 1625. 1625, il y a Hugo Grotius, qui est un juriste de l'époque, qui écrit dans un texte De iure belli ac passis. Il part du principe que les États sont effectivement indépendants, sont souverains, mais lorsque nous sommes face à une situation particulière, notamment d'une épidémie assez grave, et que les pays sur lesquels se passe l'épidémie, où il y a une situation humanitaire assez complexe, les pays sur lesquels se passe cette situation-là, c'est vrai que par honneur, la plupart des pays ne demandent pas l'aide. Mais il appartient aux hommes de bonne volonté de pouvoir se déplacer pour aller donner de l'aide, sans pourtant solliciter l'avis du pays concerné. Et surtout, en temps de guerre, puisqu'en temps de guerre, c'est là où il y a le plus d'épidémies possibles. Il faut intervenir, pas pour aller conquérir les terres, pas pour les prendre quoi que ce soit, c'est pour aller simplement aider ceux qui sont dans une détresse humanitaire. Donc les principes partent de là depuis très longtemps, ce qui fait que ceux qui ont par la suite tenté de pouvoir récupérer les principes, y ont pensé sur base notamment de ces dispositions doctrinaires. Et alors, mais les principes lui-même au sens actuel du terme datent de 60-70, avec l'affaire Biafra. Donc, lorsque la guerre explose au Nigeria, et que les Biafra avaient son indépendance, il y a énormément de misère, et la famine et tout ça, et toute une série de télévisions internationales sont en train de filmer, surtout les enfants dans une misère absolue, la famine et tout le reste. Alors, il se déclenche maintenant une envie d'aide. Et la porte d'entrée reste toujours les principes édictés par Grotius en 1625. Ce qui fait que c'est mis en place ce qui est convenu appeler aujourd'hui les droits d'ingérence. Mais l'ingérence doit être à caractère humanitaire. Pas autre chose. On n'intervient pas dans les batailles, on n'intervient pas pour pouvoir séparer les gens, on intervient pour pouvoir aider les populations qui sont en détresse sur le plan humanitaire. Reprenez s'il vous plaît. On n'intervient pas pour séparer les gens, on n'intervient pas... Pour pouvoir participer à la guerre, on intervient dans les cadres humanitaires, simplement. Seulement pour apporter de l'aide. Pour apporter de l'aide. Okay. D'ailleurs, il y a l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, qui met comme principe la non-ingérence dans les affaires internes de notre pays. Donc, l'ingérence sollicite les consentements du pays dans le cadre de sa souveraineté. On ne peut pas aller dans un pays sans solliciter l'autorisation du pays en question pour y accéder. Ok. Donc, même en cas de catastrophe humanitaire, ainsi de suite. C'est là où il y a la nuance par la suite. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est ça le principe. Le principe est celui-là, c'est-à-dire on n'interfère pas dans les affaires internes d'un autre pays, peu importe la situation. D'accord. Bien. Maintenant, Biafra intervient pour dire oui, mais dans les cadres humanitaires, nous pouvons intervenir pour pouvoir aller aider, tout ça. Donc, Biafra s'impose de facto. En fait, c'est la pratique qui se met en avant, avec la Croix-Rouge, avec les Médecins Sans Frontières par la suite et tout ça, qui se met en avant. Et par la suite, les règles commencent à pouvoir s'adapter à la pratique qui a été mise en place. Ok. Il y a ce qu'on appelle le protocole premier sur l'intervention dans les cadres de les Nations Unies, le cadre humanitaire, sur l'intervention dans les affaires internes, si la situation humanitaire est critique. Donc, voilà la série des premières ingérences. Et puis vient la menace internationale, ou pour la sécurité collective. Alors, la menace pour la sécurité collective, c'est lorsque un pays supposé ne pas faire partie du grand carré ou du carré restreint de ceux qui ont, à partir du pacte de Varsovie, et qui a fait qu'on puisse organiser le monde autrement, et qui forme aujourd'hui les 5 membres du Conseil de sécurité, donc après la Deuxième Guerre mondiale,
Donc, il y a un groupe des gens un groupe de pays, qui ont droit de disposer de l'arme nucléaire. Sont seuls là. C'est-à-dire qu'à la fois les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, la Russie et la Chine. Aucun autre pays sur la planète n'a droit d'en disposer. Parce qu'eux ont convenu qu'effectivement, en disposant, ils ne peuvent pas l'employer. C'est pour se faire peur entre eux et faire peur aux autres. Mais ils ne peuvent pas l'employer. Donc ils n'ont pas la garantie qu'effectivement, un autre pays, s'il pouvait l'avoir, il ne l'emploierait pas. Et par conséquent, le fait qu'un pays tente de pouvoir l'avoir, il menace la sécurité collective. Et par conséquent, on peut intervenir chez lui pour interrompre les processus. Ok. Voilà une ingérence qui est maintenant liée à la seule volonté des 5 membres du Conseil de sécurité. Ils peuvent agir à tout moment, aller dans n'importe quel pays qui soupçonne de pouvoir confectionner une bombe nucléaire ou une arme de nature à pouvoir perturber. En parlant de ça, ça me rappelle directement le conflit nord-coréen et américain. Oui, mais ça c'est l'actualité, c'est-à-dire que nous sommes dans cette disposition particulière où on soupçonne que la Corée du Nord, Pyongyang pour l'instant est en train de pouvoir fabriquer des armes nucléaires et qui pourrait l'employer à tout moment contre les intérêts américains ou autres alliés dans la région, notamment la Corée du Sud et le Japon. Voilà. Donc, partant de là, il y a des menaces qui tombent sur Pyongyang et des sortes à pouvoir faire arrêter ça ou stopper ça ou voilà, des sanctions pleuvent au jour le jour. Bon, il y a les Pakistan qui a aujourd'hui la bombe nucléaire, mais tout simplement étant du côté du bon côté entre parenthèses, du côté des Américains. Il y a l'Inde, l'Israël qui en dispose. Il y a Israël. En tout cas, toutes les raisons vont dans le sens où il en dispose effectivement. Il y a l'Iran qui a tenté. Bon, c'est ce qui s'est passé avec l'Iran. Oui. Bon, bref, vous avez comme ça une série de pays qui sont concernés par. Mais on ne trouve pas que ça fait 2 poids 2 mesures. Mais Monsieur Jérémy Kittori, n'oubliez pas, je vous ai dit dès le départ, chaque leçon qu'on donne, chaque cycle de conférence est nécessaire à pouvoir maintenir. L'homme est un loup pour l'homme. La survivance plutôt des plus aptes. La domination des plus forts. Tant que vous n'êtes pas fort, on vous soumettra. C'est comme ça. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Ou vous vous associez avec les plus forts, vous avancez avec eux pour atteindre les bons niveaux. Mais si vous estimez que vous devez rester à part de votre côté, tout ça, on vous soumettra. On vous soumettra toujours et encore. On ne demande pas votre volonté. On vous soumettra. On vient de parler de l'ingérence ici sur le plan humanitaire. Là, je vous sors l'ingérence sur le plan militaire notamment. Oui. Les principes étaient humanitaires. Il a été transformé en principe militaire sur la notion, les concepts de la perturbation de la sécurité collective. Okay. Voyez-vous? Donc, par conséquent, ces gens-là qui ont l'arme nucléaire peuvent intervenir à tout moment. Donc, je disais donc, en 1977, il y a le protocole additionnel aux conventions de Genève qui part du principe que le fait de venir en aide à une population n'est pas une ingérence. Une population en détresse sur le plan humanitaire n'est pas une ingérence. Ce n'est plus une ingérence. Ce qui fait que si un pays décide, par exemple, en disant, voilà, dans l'est de la RDC, il se passe telle situation très grave, par face à une population qui n'est pas... Ok, ils débarquent. Ils ont les moyens de débarquer pour pouvoir venir protéger ça. Ce n'est pas une ingérence. Parce que c'est la protection d'une population en détresse et sur le plan humanitaire. Ce n'est pas une ingérence. L'opération turquoise, lorsque la France a décidé de pouvoir venir faire le couloir entre le Rwanda et la RDC, et qui nous a causé beaucoup de soucis jusqu'à aujourd'hui, qui nous cause encore des soucis jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas d'ingérence pour eux. Je me demande si la RDC avait refusé d'ouvrir ses frontières. Qu'allait-il se passer? On allait nous accuser de n'avoir pas assisté à des personnes en danger? Vous allez refuser par quel moyen? Vous savez, là, vous bombez la poitrine pour rien du tout, vous n'avez pas de moyen de refuser. On refuse quand on a le moyen de pouvoir s'opposer. Vous faites comment pour refuser? L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. La survivance des plus aptes. La puissance de ceux qui ont la puissance. L'infériorité de ceux qui n'ont pas la puissance. Continuez à vous amuser à danser, les autres montent et vous soumettent. C'est comme ça. Vous êtes beau, vous êtes riche, vous êtes puissant, vous n'avez rien. Alors que vous n'êtes rien du tout. Vous êtes des scarabées. Et par conséquent, on vous soumettra. C'est ça la situation. Donc il ne faut pas se leurrer en se tapant sur la poitrine de la souveraineté et tout le reste. Tout dépend. La souveraineté n'est opérationnelle que quand on a les moyens de la souveraineté. Vraiment. Donc c'est ça, au fait, les grands intérêts à ce niveau-là. Bon, donc,
l'ingérence, on a deux volets. On a les volets humanitaires. Principiels, c'est-à-dire dès le départ, c'était ça. Oui. Et puis par la suite, il y a sécuritaire qui est imposé par ceux qui estiment qu'ils doivent avoir les monopoles de la force planétaire. Ok. Et qu'entre eux, ils peuvent se respecter, ils peuvent se regarder de temps en temps en chef de faïence, mais les autres ne peuvent pas venir dans les cercles très, très fermés. Quand vous regardez tous les débats par rapport à la restructuration du Conseil de sécurité, ça ne marchait pas parce que ceux qui tiennent les 5 places permanentes ne veulent pas les lâcher. Et en même temps, c'est eux qui doivent décider s'ils peuvent le lâcher ou pas. Vous imaginez? C'est un peu ça. C'est comme si on vous demandait, voilà, bon, nous sommes sur une île déserte, et nous sommes 150 mecs, et bon, Jérémy, tu es le seul à avoir une femme. Ben, nous, on fait comment maintenant? Tu dis, ben oui, mais vous faites comment? Vous vous débrouillez, c'est pas mon problème. Ah non, non, c'est notre problème. Et oui. Ouais, bah attends. Pendant ce temps-là, Jérémy est bien assis avec son arme nucléaire, avec sa femme à côté, tout ça, et qui, soit je vous descends tous, je garde ma femme, soit vous vous soumettez. C'est l'un ou l'autre. Ah ben voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Le plus fort. C'est les plus forts. Donc, ces gens estiment qu'ils doivent garder ce monopole de la force sur la planète, et c'est comme ça. Vous n'avez qu'à vous débrouiller. C'est pour ça que certains pays, ces révoltes, comme l'Iran, en train de fabriquer, comme les Pakistan l'a fait, comme l'Inde l'a fait, comme Pyongyang est en train de faire, dont la Corée du Nord est en train de faire aussi, de sorte à ce pouvoir peser. Parce qu'ils partent du principe qu'il est les vrais droits à la discussion normale dans les concerts des nations, c'est la puissance militaire dont tu disposes. Oui. C'est pas tant la richesse que tu disposes, mais la puissance militaire. Parce que l'homme étant loup pour l'homme, la seule peur qu'on a, c'est de la puissance militaire. La capacité de détruire l'autre ou de perturber totalement la paix sur la planète. Alors en ce moment-là, on te respecte. Autrement, on ne te respecte pas. Ça me rappelle exactement la phrase de Kim Jong-il, hein, et qui disait, bon, vous dites que seules les grandes puissances peuvent avoir l'arme nucléaire. Alors, puisque moi, je possède aujourd'hui une arme nucléaire, déclarez-moi grande puissance. C'est simple. C'est exactement. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour faire partie des grandes puissances, il faut avoir un dispositif sécuritaire et militaire qui puisse influencer les décisions sur la planète. Si vous ne l'avez pas, personne n'a peur de vous. C'est un peu ça. Donc, l'ingérence en ce moment-là, maintenant, on déplace les curseurs de l'ingérence. L'ingérence n'est plus l'affaire humanitaire, ça devient maintenant l'affaire de ceux qui disposent soit de cette dimension militaire puissante et tout ça, qui doivent influer sur les zones d'influence. Maintenant, la Terre ayant été découpée en zones d'influence, on utilise la force des persuasions militaires et économiques pour aller gérer ces zones d'influence comme étant des précarés dans lesquels personne ne peut accéder. C'est-à-dire, on part du principe, par exemple, que l'Amérique latine, notamment le Brésil, une partie du nord de l'Amérique latine, qui reprend la Colombie, qui reprend le Venezuela et tout ça, cette partie-là est américaine. Vous comprenez? Elle est américaine. On n'y touche pas. Seuls les Américains ont le droit de pouvoir agir sur cette partie-là. Donc c'est une zone d'influence américaine. De sorte que, dans la bataille de l'eau, par exemple, nous savons pertinemment, et j'ai expliqué ça au cours d'une autre conférence, je ne pense pas que c'était à cette radio ici, que la grande guerre à venir, c'est notamment celle de l'eau douce. La Terre dispose des 3 grandes réserves d'eau douce, que sont à la fois les pôles Nord, l'Amazonie et la cuvette centrale du Congo. C'est ça les 3 pôles des réserves d'eau douce. Les côtés amazoniens est sous l'influence américaine. Donc, il n'y a même pas à discuter là-dessus, la porte est fermée. Les pôles Nord, si jamais on y touchait pour l'exploitation de l'eau douce, ça perturbe l'environnement totalement au niveau de l'espace européen. Ce qui fait que les Européens, une partie d'Asiatiques et les Africains doivent tous fondre sur la RDC, dans l'espace de la cuvette centrale, pour pouvoir ponctionner cette eau et la distribuer à travers cette partie-là. Donc notre eau en nous, c'est une eau qui sera disponibilisée pour les Européens, une partie de l'Asie et toute l'Afrique. C'est une réelle difficulté. Mais on n'a pas conscience de ça, malheureusement. On n'a pas conscience de ça. D'où la nécessité d'avoir un commissariat général au plan et non un ministère du plan, commissariat général du plan, aura des départements avec des intelligences.
C'est-à-dire qu'un département sur la conception de ce qui nous concerne en matière des réserves en pétrole, des réserves en eau, des réserves en c'est tout ça par rapport à l'environnement. Les départements sur l'armement, comment est-ce qu'on peut s'armer au départ de chez nous, les départements sur la sidérurgie et tout ça. Donc, qu'on puisse envoyer toute l'expertise congolaise dans chacun des départements pour pouvoir travailler sur notre vision, nous, sur les courts, les moyens, les longs termes. De sorte à ce que les gouvernements puissent être là juste pour récupérer. Je vous informe par exemple, qu'est-ce que je vous dis, les États-Unis ont organisé ça en termes d'université. C'est-à-dire que MIT, par exemple, c'est l'université qui est là, qui travaille avec l'armée, qui travaille avec les gouvernements, notamment pour les lancements des fusées et tout le reste. Donc les programmes technologiques, disons. Oui, les programmes Apollo est fait par MIT. C'est une université qui a fait ça. C'est MIT qui a fait ça. Les aspects politiques sont gérés à la fois par Stanford et par Harvard. La démolition, la déflagration de l'espace URSS a été structurée notamment par une ancienne étudiante qui s'appelait Condoleezza Rice. Avec une thèse extraordinaire, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir détruire, démolir, faire disparaître l'URSS. Condoleezza Rice. Condoleezza Rice. L'ancien secrétaire d'État américain. Quand elle était étudiante, elle a pensé à ça. Elle a travaillé sur ça. Voyez-vous la puissance de l'intelligence. Mais puisque chez nous, l'intelligence n'a aucun prix, c'est la danse du ventre, c'est les trémoussages, ce sont les slogans, ce sont les applaudissements qui font les bonheurs des gens, et que, par voie de conséquence, ceux qui peuvent être écoutés sont ceux qui applaudissent le plus. Et finalement, l'intelligence passe, coule avec l'eau, et il ne se passe rien. Nous restons toujours en train de stagner dans la même position parce qu'on n'a pas compris qu'effectivement, il n'y a que l'intelligence. Alors, ces grands pays-là ont été structurés, organisés sur base de l'intelligence. C'est notamment MIT, Harvard et Stanford et Yale qui ont fait un programme commun pour pouvoir soumettre à l'armée les programmes Internet qui permettaient que, depuis les années 30, il y avait une interconnexion de toutes les armées américaines entre elles à travers Internet. Et c'est pareil aussi avec IBM, qui a travaillé pendant très longtemps pour l'armée américaine, pour mettre à disposition un certain outil, et d'ailleurs on lui reproche d'avoir participé aux statistiques d'évaluation des juifs dans la période nazie. C'est-à-dire que le Troisième Reich d'Adolf Hitler a utilisé IBM avec les pères Bush qui a participé à investir parce que c'était un banquier. Hein, les grands-pères de ceux qui sont là, mais enfin les pères Bush, a participé en tant que financier, en tant que banquier, pour pouvoir structurer à la fois les mécanismes bancaires et l'accompagnement d'IBM dans les statistiques, les prélèvements de qui est qui au niveau et l'identification en fait des juifs allemands, de sorte à ce que le moment venu pour l'extermination, ça soit plus facile. Ouais, donc toute cette intelligence a été mise notamment au service du mal qu'on connaît, un mal profond de la Shoah. Mais c'est pour dire simplement que tant qu'on n'a pas mis les paquets sur l'intelligence, on ne s'en sort pas. Bon, bref, revenons à notre sujet. Oui, il ne reste plus que 5 minutes pour pouvoir nous expliquer tous les mécanismes. Mais il y a une question, cependant, qui ne peut pas m'échapper. Nous avons bien compris la façon dont vous nous avez expliqué le droit d'ingérence, que ce soit sur le plan humanitaire ou sur le plan sécuritaire. Alors, une question se pose directement à vous. Selon vous, est-ce que le droit d'ingérence vaut-il son pesant d'or? Est-il important ou apporte-t-il quelque chose de positif dans la gestion d'un pays, d'un État? Qu'on fasse la part des choses, je sais qu'il y a une énorme confusion au niveau de la compréhension du droit d'ingérence. On part du principe que l'ingérence, c'est apporter un bien à une population. Et par conséquent, lorsqu'on vient poser des questions sur le comportement de ceux qui gèrent les pays, ça pose un problème. On ne peut pas à la fois accepter un soutien financier et autres, et cette ingérence-là est tout à fait positive. Alors l'ingérence sur les questionnements sur la conduite des affaires internes est inacceptable. Mais le souci est à ce niveau-là. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas des comportements désobligeants dans la plupart des pays. Il y en a, y compris chez nous. Mais simplement les principes qui organisent la société humaine, notamment les Nations Unies, ne prévoient pas un mécanisme de contrôle d'un gouvernement par un autre gouvernement. Ok. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ici, on vous dit, soit, vous vous trouvez sur les coups
de l'espace d'influence d'une entité quelconque qui est plus puissante que vous, qui a été votre colonisateur, et tout ça, colonisatrice plutôt, ou qui vous a géré à un moment donné, qui vous soutient en permanence et qui estime pouvoir regarder les choses. Mais c'est illégal tout ça. C'est illégal. Ce n'est pas légal. Je vous donne un exemple et dites-moi quelle est votre appréciation. Le cas Sarkozy et Kadhafi en Libye, par exemple. Le cas Bush, fils, et Saddam Hussein en Irak. Oui, mais dans les deux cas, c'est une ingérence inacceptable. 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 Inacceptable pour la simple raison que celle-ci, elle n'est pas légale. Elle n'est pas légale. Elle n'est pas du tout légale. Il n'y a aucun mécanisme de légalité qui peut prévoir qu'effectivement qu'on puisse aller tuer un chef de l'État, ou l'arrêter, ou l'assassiner. Il y a nulle part, il n'y a aucun texte qui dit ça. On ne peut pas aller sur cette présomption-là. Mais au nom de la démocratie, puisque que ce soit en Libye ou en Irak, on a évoqué le cas de la démocratie. L'article 2, paragraphe 7, n'a pas été amendé pour dire qu'au nom de la démocratie, on peut accéder. Article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies n'a pas été amendé pour dire qu'on peut aller dans un pays sur les fondements de la démocratie, commencer à pouvoir faire la guerre à celui qui gère le pays. Ça n'existait pas. Les protocoles additionnels que je viens de dire ici de 1977 ne disent pas non plus que dans les cas pour la quête de la démocratie, on doit aller dans un pays, faire ceci, faire ça. Alors on le refait depuis très longtemps en Chine. Pourquoi on ne l'a pas fait en Chine? La Chine, ce n'est pas une démocratie. Depuis Mao jusqu'à ces jours, on sait ce qui s'est passé en Chine. La révolution maoïste est extrêmement dure, a été très très dure. Mais pourquoi ils ne sont pas partis en Chine? Ils n'ont jamais été en Chine, pourquoi? Et la gestion de l'URSS elle-même, qui est membre du Conseil de sécurité, et la Russie elle-même, est très très dure. Pourquoi on n'a pas été en URSS? Pourquoi on va dans les pays qui sont sous influence? Parce qu'effectivement, elles sont sous influence. Et qu'elles elles ne sont pas dans les précarés de ceux qui peuvent décider et s'imposer, parce que notamment, ils disposent des armes nucléaires et autres, des solutions motives pour pouvoir montrer qu'effectivement, ils peuvent aussi faire mal. C'est ça. Donc cette faiblesse vous met dans une disposition telle qu'ils peuvent venir chez vous quand ils veulent. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que les règles internationales sont opérationnelles dans un sens, mais pas dans un autre. Mais ça n'absout pas, j'insiste pour ceux qui nous écoutent, je ne suis pas en train de faire l'absolution des dictatures, des comportements désobligeants vis-à-vis des responsabilités des uns et des autres par rapport aux droits humains. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Je ne peux pas me permettre d'absoudre quelqu'un qui martyrise sa population. C'est inacceptable, tout simplement. C'est inhumain. C'est une humanité venue d'ailleurs. On peut à la limite comprendre que l'homme est un loup pour l'homme. Mais une inhumanité ou la déshumanisation d'une population par la même population, à l'intérieur du même peuple, ça pose un problème de votre place en tant qu'humain sur la planète. Si vous entrechirez entre vous, ça pose un problème. D'où j'avais demandé, à un moment donné, qu'on puisse quand même procéder aux ajustements raisonnables. Au-delà de toutes les tensions qu'on peut avoir, des dissensions qu'on peut avoir, des positionnements qu'on peut avoir. Donc, je ne peux pas absoudre ça. Qu'on ne puisse pas être dans la confusion. Parce que je sais que les gens sont à fleur de peau. Oui, il est en train de protéger. Machin. Non, il ne s'agit pas de ça. Je présente la situation de l'ingérence, du droit d'ingérence, comme on l'appelle, avec une succession d'endroits où ça s'est passé. Mais le constat est amer. On considère effectivement il n'y a qu'une série de pays qui peuvent subir ce droit d'ingérence directe. D'autres ne les subiront jamais. Alors jamais. Lorsqu'il y a eu les massacres en Calédonie, que les gendarmes ont massacré dans une grotte là-bas, à l'époque déjà Marie Tchibaou, et des Iwene, les indépendantistes ont été massacrés. Est-ce qu'il y a eu ingérence dans un autre pays? Non. Les Français ont fait ce qu'ils voulaient. Lorsque Chirac décide, alors qu'on a une sorte de moratoire sur l'exploitation ou sur les essais nucléaires, Chirac décide d'aller faire des essais nucléaires au niveau, toujours au niveau de l'Australie, dans ce périmètre là où ils ont certains territoires qui leur appartiennent encore, notamment la Calédonie. Il ne se passe rien. Il dit c'est un droit de protection et tout ça, il ne se passe rien. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit tous les essais opérés par Pyongyang sont un problème. Donc, c'est toutes ces questions-là
qu'il faut se poser. Soit on érige un droit public international qui est applicable à tous, soit on fait une part des choses au sens des OPS, et c'est ce que nous sommes en train de vivre en permanence. Ce qui fait que ne vous honorez pas, vous, en tant qu'Africains, en tant que Congolais en particulier, de dire « oui, nous sommes pour l'ingérence tant qu'on vient pour nous dire qu'il faut faire la démocratie ». Mais personne ne vient vous dire qu'il faut faire la démocratie. Parce que les gens viennent avec leurs agendas. La démocratie en RDC, ça ne les intéresse même pas. Ce sont leurs propres intérêts pour lesquels ils se battent. Ils ne se battent pas pour la démocratie. Il aurait fallu, avant de partir, parce qu'il devait venir en RDC, s'installer comme partenaire, pas comme colon, pas comme esclavagiste, nous dire voilà, chers amis, nous, chez nous, nous sommes développés, voilà à quel niveau on se trouve aujourd'hui, donc on vient chez vous, on vous aide à faire la même chose. Ce qu'ils ont vécu avec les États-Unis d'Amérique pour les plans Marshall. Voyez-vous, les Américains arrivent avec les moyens financiers, avec la technologie, ils leur donnent, et puis ils disent voilà, d'abord, De Gaulle a été assez réticent en disant écoutez, nous on ne fait pas faire partie de l'OTAN, on refuse tout ça, on prend de l'argent, on va rembourser, aidez-nous avec la science et tout le reste et tout ça, c'est bon, ok, d'accord, si vous voulez ça, prenez, vous prenez de l'argent, vous allez nous rembourser et bon, organisez votre pays. Technicité, argent, stop. L'ingérence qu'on souhaite, c'est celle-là. Si vous voulez applaudir l'ingérence, c'est celle-là, pas une autre ingérence. Maintenant, l'autodétermination des peuples, si elle est entachée par une partie de la population qui maltraite l'autre, ce n'est pas acceptable. Alors, il appartient aux populations au niveau interne d'agir en conséquence par rapport à ça. Il n'appartient pas à une partie de la population d'aller quérir l'aide d'un ancien colon ou de celui qui estime que la RDC se trouve sous sa zone d'influence pour venir. Parce qu'il viendra par rapport à ses intérêts, pas par rapport à vos intérêts. C'est ça, en fait, la nuance qu'il faut avoir chaque fois qu'on fait cette approche-là. Et voilà. Donc, je pense que vous comprenez très bien ce que je viens de dire par rapport à l'ingérence et tout ça. Bon, maintenant, par rapport aux zones d'influence aujourd'hui, on vient de vivre quelque chose d'extraordinaire par rapport à l'ingérence au niveau de la Syrie. C'est avec ça que vous allez conclure, parce qu'il ne reste plus que 2 minutes. D'accord. Bon. Et c'est vrai que le cas de la Syrie, c'est un cas qui prendrait beaucoup plus de temps. Peut-être qu'on ferait un petit résumé assez rapide dans la deuxième partie après les questions. Oui. Mais il y a ce qu'il faut retenir, c'est que les intérêts croisés des uns des autres et les réticences des uns des autres pour pouvoir participer à cette zone-là, notamment les Américains qui, après les fiascos de l'Irak, mais avec énormément de gains parce que bon, ils ont exploité largement le pétrole après avoir massacré Saddam Hussein, alors, après avoir forgé la création en fait quelque part de l'État islamique, parce que avec Saddam Hussein ne pouvait pas être, sans lui et tout ça, et les mensonges qui avaient été montés par Colin Powell avec soi-disant les armes de destruction massive qui n'ont jamais existé. Voyez-vous, toutes ces bases-là, farfelues de pouvoir aller piller dans un pays, ce que Noam Chomsky appelle la 5e liberté. La 5e liberté, selon la conception de Noam Chomsky, qui est un Américain, et celle-ci, c'est les droits pour l'Amérique d'aller voler pieds partout pour l'intérêt des Américains. C'est ça qu'on appelle la 5e liberté. C'est un texte assez important, il faut le lire. Il dit clairement, il n'y a que les aveugles et les inconscients à travers le monde, notamment en RDC, qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Cette 5e liberté est opérée de cette façon-là par tous les pays occidentaux et surtout les précarés du Conseil de sécurité. Et alors, après les fiascos de l'Irak, après les retraits au niveau de l'Afghanistan, donc l'actuel patron de la Maison-Blanche ne veut plus investir du personnel au sol et interférer les affaires internes de cette partie-là. Il veut se retirer. Alors, il laisse le champ libre maintenant à quelqu'un qui estime avoir maintenant la possibilité de pouvoir influer aussi. Il y a ces passages du gazoduc, il y a un certain nombre d'intérêts, et il y a aussi une tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et alors, la Syrie qui a eu un fiasco extraordinaire au niveau de l'Afghanistan, qui a connu un lustre assez honorable par rapport à la Crimée, qui est en train de connaître l'enlisement au niveau de l'Ukraine, s'est dit voilà une opportunité pour moi. Au lieu de tergiverser, je vais aller droit au but avec un objectif précis. Je maintiens Bachar el-Assad au pouvoir, je frappe tout ce qui est rébellion. Pendant ce temps-là, la France, dans ses petits souliers, est en train de pouvoir financer les petits rebelles qui doivent défenestrer Bachar. Donc, mais la Russie pratique ce qu'on appelle en stratégie militaire la stratégie du piéton imprudent.
la stratégie du piéton imprudent. C'est-à-dire? C'est-à-dire ceci, vous êtes sur l'autoroute, vous roulez, et vous voyez surgir devant vous, à 50-100 mètres, un piéton. Vous faites quoi? Vous freinez. Tout le monde va freiner. Le fait que les premiers qui arrivent sur le terrain s'imposent pour éviter la guerre frontale, les autres forces du Conseil de sécurité ne viendront pas. La Russie a pratiqué cette stratégie du piéton imprudent. C'est-à-dire qu'il s'émet les premiers, il attaque. Lorsque la Russie déploie plus ou moins 50 à 70 aéronefs plutôt, pour pouvoir donc frapper coup à coup l'État islamique et les rébellions, parce que lui ne fait pas de quartier, il dit il veut sauver Bachar. Pendant ce temps-là, les Français sont en train d'hésiter pour pouvoir financer à la fois les rebelles qui sont contre Bachar, tout en négociant à travers la Farge l'exploitation du ciment avec l'État islamique. On découvre aujourd'hui effectivement les entreprises françaises étaient installées dans la partie contrôlée par l'État islamique et commerçaient avec eux. Alors dites-moi, cette tendance à ingérence, à parler de la démocratie quelque part et à faire du commerce avec des criminels en puissance, ça pose un problème. Au jour d'aujourd'hui, c'est clair et net. Lafarge, qui est une entreprise française, a commercé, s'est installée. La plupart des patrons sont défenestrés aujourd'hui. On met ça au grand jour. Mais ils ont participé à installer quasi solidement l'État islamique, à participer à un commerce. Voyez-vous? Donc ça pose un problème de crédibilité lorsque on s'érige en donneur de leçons, alors que sur le terrain, on fait tout à fait autre chose. Mais moi, je comprends. C'est pas un problème. C'est-à-dire, c'est pour ceux qui sont inconscients, quelque part, c'est vrai qu'on se dit, tiens, est-ce que c'est vrai tout ça? Ben oui, mais non, parce que vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas suffisamment éclairé. Lorsqu'on est suffisamment éclairé, on lit en permanence, on s'informe en permanence, on fait sa propre révolution ou révolte métaphysique. On prend ses propres décisions. On décide pour soi et par soi. C'est ça l'intérêt. Bon, il est vrai, maintenant, on va écouter, on est arrivé au terme de la première séquence. Je pense qu'en deuxième séquence, peut-être qu'on va répondre aux questions. Malheureusement, on n'aura pas assez de temps. Mais je vous appelle à réfléchir en dehors de ce triptyque que je viens de vous proposer, qui fera l'objet de la prochaine discussion. Ce triptyque est enveloppé dans une politique à tout va. Tout est politique, tout est politisé. Y compris la religion. La spiritualité est politisée. On a des religieux de bord, de gauche, de droite, de la majorité de l'opposition. On a les musiciens de la majorité de l'opposition. Bientôt, on aura la bière de la majorité de l'opposition. Donc, on est dans une foire, un bazar tel que on ne peut plus réfléchir autrement que en partisan d'une pensée ou d'une position ou d'une autre. L'axe du bien, l'axe du mal. Ce que j'invite maintenant, c'est l'entre-deux. Et en même temps, si l'entre-deux devient inconfortable, l'entre-deux n'est pas de moi, c'est de M. Host. C'est un ancien, un professeur, moi, en troisième cycle. C'est lui qui a créé l'entre-deux. Donc, le fait de pouvoir peser le pour et le contre, trouver un juste milieu pour pouvoir négocier, il appelle ça l'entre-deux. Moi, je propose au jour d'aujourd'hui les contournements providentiels. On va passer autour de tout ça, laisser tomber et faire autre chose. Et cette autre chose-là, ce que je vais proposer pour dire d'abord ce qui manque aux Congolais. Et je pense que ce qui manque aux Congolais, on va le voir tout de suite avec les interventions. Voilà, 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. Le 85 48 18 346, c'est le numéro du standard, il est opérationnel. Nous attendons vos différentes réactions par SMS ou par appel. Nous prenons le tout premier auditeur, 50 la radio Interaction, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je réponds au nom de Junior Sangaloumé, je vous appelle depuis la commune d'Engagement. Oui, monsieur Junior Sangaloumé, on vous écoute. Oui, c'est Junior Sangaloumé. D'abord, je salue notre invité, maître Guillaume Mandiolo, que j'apprécie beaucoup. Merci infiniment, monsieur Junior. À propos de ces hautes réflexions. Je pense que la question que nous parlons de l'ingérence devrait être appréhendée dans deux angles. Premier angle, c'est l'angle de l'ingérence et la non-ingérence. L'approche de l'ingérence a été appréhendée, conçue par les Européens, les Occidentaux en particulier. C'est-à-dire, c'est une approche qui a été conçue
pour contrôler, précarer les États d'autres zones. Et les Américains, eux aussi, ils ont appréhendé cette question et pour cela, ils ont conçu et aussi l'approche de la non-ingérence. La non-ingérence a été conçue par les Américains, c'était pour intercaler, pour barricader les actions des Occidentaux, des Européens en Amérique. Maintenant. Malheureusement, il est parti, monsieur Changaloumé. Il n'a pas fini son intervention. J'espère qu'il va nous rappeler tantôt pour nous plonger dans le bain de sa réflexion, de sa pensée. On ne sait pas à quoi cela allait aboutir. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Nous prenons un autre auditeur. 50 la radio interaction. Bonjour monsieur Pascal Fouamba. Allô, bonjour, radio 50. Oui monsieur Pascal Fouamba, on vous écoute. Oui, je félicite et remercie encore davantage M. Guillaume pour son analyse. Merci beaucoup. Beaucoup plus pertinent. Moi, j'estime que quand je pense un peu au regard du tableau que M. Guillaume vient de peindre, les tableaux que je connais, ce sont les mêmes réflexions d'ailleurs qui passent par ma tête chaque fois. Je me dis, si d'abord l'émission passe en français et puis d'un niveau intellectuel un peu très élevé. Alors que la majorité de notre population, franchement, n'est pas à la hauteur d'appréhender ce que même les intellectuels parfois ne comprennent pas, comme l'a dit M. Guillaume, on croit qu'on soutient un régime, alors que franchement, la façon dont nous comportons, nous Congolais, nous accusons un comportement absolument irréprochable. Donc, on ne comprend rien ou on réfléchit en fonction de la politique, alors qu'il n'a pas fait en danger. On croit que lorsque le président intervient, ceci s'ingère, on apprécie parce qu'on ne peut pas avoir la tête de celui-là ou de celle-là, mais on ne sait pas les conséquences de tout cela. Ça entraîner sur la survie de celui. Et je me pose la question, si un jour, nous allons décoller nous aussi, et j'ai peur que nous passerons, nos enfants vont passer, nos petits-enfants, tant qu'on n'a pas compris qu'il faudrait se souder et carrément tourner le dos à ces impérialistes et ces occidentaux-là pour tracer notre propre politique. Merci, monsieur Pascal Fouamba. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. Le 85 48 18 346, c'est le numéro du standard. Il est opérationnel. Nous attendons vos différentes réactions par SMS ou par appel. Nous prenons un autre auditeur. 50 la radio interaction. Bonjour Papa Ndala depuis Limité. Oui, bonjour Papa Guillaume aussi. Bonjour monsieur Ndala. Oui, les idées que Papa Guillaume a données, ce sont des situations. Vous savez, dans notre pays aussi, ici, les Congolais ont mal. Il ne comprend pas bien Joseph Kabila. Joseph Kabila est mal compris par les Congolais sur les balkanisations dans notre pays. La mission des Occidentaux ainsi que les Européens, les Américains, c'est pour diviser notre pays. Mais Joseph Kabila a lutté sur tous les points de la balkanisation de notre pays. Maintenant, nous les Congolais, nous ne comprenons pas bien quelle est la lutte que Joseph Kabila est en train de faire pour ce pays. Regardez des divisions de ce qui s'est passé sur les 26 provinces. C'était le plan de balkanisation depuis longtemps. Et il cherchait tous les moyens de guerre par-ci, par-là, pour mettre toujours l'ingérence dans notre pays afin de diviser les pays, les provinces et de chercher tous les moyens pour diviser le Congo. Mais Joseph Kabila est en train de lutter pour tout et il a lutté, voilà le sort qu'il est en train de subir pour conserver ce pays sur l'idéologie de Mosé Laurent Désiré Kabila. Je pense que Maître Guillaume, à la prochaine, il faut aussi évoquer ce problème pour que le peuple congolais comprenne bien quelle était l'idéologie de Joseph Kabila et quelles étaient les pensées sur l'ingérence
des Occidentaux dans notre pays concernant Joseph Kabila. Merci Papa Ndala. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. C'est le numéro du standard, il est opérationnel. Nous attendons vos différentes réactions par SMS ou par appel. Alors, je vais lire rapidement ce SMS. Bonjour Monsieur Jérémy Kitori et aussi à Monsieur... Nous prenons d'abord cet auditeur. 50 la radio interaction. Bonjour Papa Makiadi depuis Lembaïmbu. Bonjour Papa Jérémy. Oui Papa Makiadi. Toyoka yoka la to sepeli koyoka yo lelo. En tout cas, on appelle Simbote dans notre invité. Bonjour Monsieur Makiadi. Ah, mawamini na mokina biso. Ngana na libande na yotsa kidino. Que limete wana. Azali pona frene mokili na biso. Maître Manjola Zoloba bien. Vraiment mundele azala misi na biso. Mais pona nini? Un leader lokola Kabila. Naza koyebisa bino que naza na fin fond ya Kinshasa. Mais na comme à courant. Naza kokufa ndenge wana. Nani makambo kimango wa monaki. Mais bino batu bokiko yekola. Boyeli biso zoba ya bamindele. Dipa démocratie pendant que l'idée de l'Ivoana. Mao ya RDCD Kabila atonga mokili. En tout cas mawamini. Asali bouldig intelligent. Bazoba alimenter, oh, ce n'était pas budgétisé. Malheureusement, papa Makiadi, un jour ils a toléré, hein, papa. Donc, pesa ba idée na yo, mais tant au bandi ko injurier, ko lancer ba insulte, c'est pas ya batumsu, c'est ça malamu mingité. 50 la radio interaction. Bonjour Papa Roka. Oui, bonjour, c'est à notre invité. Bonjour Monsieur Roka. Merci beaucoup Papa Guillaume. En tout cas, à ce périmètre, il y a quelques découvertes qu'on a remarquées à travers l'observation. Nous avons nos dernières paroles pour dire qu'il y a ce qui manque au Congolais. Donc, ce qui manque au Congolais, et ça, la découverte locale, il y a que toza ndeni et puis tout ça ndeni pour avancer notre état. Parce que les occidentaux les autres il faut comprendre vite que va transformer effectivement aide la place il y a ingérence. Donc bon peut-être que soda par exemple élection à l'Istanbul tel quand on va retirer la militaire avec ingérence, n'a quelques impositions. Parce que tout le monde a dit fait que Lumumba a été tué, Kabila le Père a été tué. Ils ont aidé Kabila le Père pour la dictature, pour que les gens c'est pour l'imposer, s'ingérer totalement. Et quand Kabila le Père a voulu aider la population, les Congolais, il y a ingérence, il y a aussi un Congolais qui ils ne viendront jamais pour vous aider, puis que ça, moi, changement. Bakoya, par contre, quoi, pire, ingérence, puis qu'on pète un bon mboka de plus. Parce que ça peut imposer ma cam na bango, tu vois, pour mboka oe koufa. Tout ça, on l'a vraiment, il ne faut pas faire la mise, il faut pas comprendre qu'est-ce que le président Kabila veut faire. Merci, merci.
kolongola nano makambo na bango ba na bango ba dictat na bango faut quand même azala libre à se sentir libre à travers ba richesse na ye à travers makambo à travers nyonso oyo zotala congolais particulièrement et puis africain en général. Merci donc, Papa Roka. Voilà. Oui. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48. Merci Papa Roka. Nalingi to recadrer moi mouké débat. Problème ezali to comprendre ba concept ingérence tel que Guillaume Anjola Outsuko expliqué biso awa. Il a parlé de l'ingérence, des droits d'ingérence n'a deux volets. Le premier volet est sur le plan humanitaire. Donc, a expliqué nini pays moko et koki koya kokota na pays mususu to exercer droit d'ingérence na kanini ka oyo crise humanitaire moko et salami. To ba population baza na kati ya ba condition moko ya mabe. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori.